I took the gun. Tommy avait un don pour gagner de l'argent. C'était un génie du crime. Il savait exactement quoi faire. Tommy Lucchese avait compris que contrôler les syndicats était une manne, tout comme détenir des commerces légaux. Il y avait des matchs truqués. Il n'y a jamais eu autant de corruption dans la boxe qu'à l'époque où la mafia était impliquée. Les Lucchese sont une des familles du crime les plus importantes du pays. Il était capable de tuer froidement quiconque se mettait en travers de sa route. Il tuait de sang-froid. New York, un soir de 1934. David Rubinoff, un violoniste célèbre, entre dans un restaurant. À l'intérieur, il remarque la présence d'un personnage très connu assis à une table, le mafieux Tommy Lucchese. Quand le type a vu Lucchese, il s'est subitement liquéfié. Alors Tommy l'a invité à sa table. Rubinoff a des raisons d'avoir peur, car il doit $10 000 à Lucchese. Et à cette époque, c'est une somme considérable. C'est la Grande Dépression. Une brosse à dents coûte 5 cents et un bout de pain presque rien. Le musicien a emprunté de l'argent à Lucchese pour s'acheter un violon Stradivarius, mais n'a jamais entièrement remboursé sa dette. Le violoniste russe sait qu'il est dans de sales draps, car Tommy Lucchese n'est pas un homme à qui on fait des promesses en l'air. Rubinoff lui explique qu'il a des problèmes d'argent, mais qu'il va le payer bientôt. La réponse déplaît à Lucchese qui se saisit de sa main. Tommy lui dit: tu as des mains délicates. Quel malheur ce serait s'il arrivait quelque chose à tes mains. Lucchese l'invite ensuite à le suivre dans une ruelle derrière le restaurant pour discuter. Rubinoff est terrifié. Il lui a dit: Tommy, je t'apporte l'argent demain matin, je te le jure. Et Tommy a dit: bon, à demain alors. Et Rubinoff tient parole. Le lendemain, il rembourse sa dette intégralement. Comme toujours, Tommy Lucchese a obtenu ce qu'il voulait. Le plus étonnant dans la réussite de Tommy Lucchese, c'est qu'il n'avait pas la tête de l'emploi. Il mesurait à peine 1,60 m et il devait peser dans les 50 kilos. Mais il ne fallait pas se fier à ça. Il était capable de tuer froidement quiconque se mettait en travers de sa route. « 1910, New York. Ellis Island est la porte d'entrée de l'Amérique pour des millions d'immigrants. Perdu au milieu de cette multitude, se trouve un jeune Sicilien de 11 ans, Gaetano Lucchese, dit Tommy. Sa famille s'entasse dans un appartement du quartier de East Harlem. À l'époque, les gangs italiens font la loi dans les rues. Ils rackettent les commerçants du quartier. Ceux qui refusent de payer ne font pas de vieux os. Ils étaient des prédateurs pour leur propre communauté, les Italiens. Et ces gangs étaient plus violents que les autres, plus enclins à intimider et même à tuer. Le père de Tommy est un travailleur honnête qui charrie du béton jour après jour. Chaque jour, le petit Tommy regarde son père se tuer à la tâche, alors que les voyous de sa rue gagnent facilement beaucoup d'argent avec le racket. Adolescent, il se met à traîner avec une bande de jeunes délinquants qui s'est baptisée le gang de la 107e. Tommy s'est très vite fait embarquer par ces voyous. Ces gamins traînaient dans les rues, volaient les marchands ambulants. Ils volaient tout ce qui leur passait sous la main. Ils faisaient des cambriolages, des braquages. Ils piquaient à l'arrière des camions. Tout était bon pour se faire un peu d'argent facile.
Tommy agit sous les ordres de son chef de gang, un jeune Sicilien nommé Charles Luciano, dit Lucky. Mais les parents de l'adolescent désapprouvent ses fréquentations et le poussent à trouver un travail stable. Le jeune Tommy leur obéit. Il a trouvé une place dans une usine qui fabriquait des machines industrielles. Mais il a eu un accident un jour et une machine lui a tranché le pouce et l'index de la main droite. Il s'est retrouvé avec 3 doigts. L'accident convainc le jeune homme qu'un travail respectable ne peut rien lui apporter de bon. Il démissionne et retourne dans le giron de son gang. Très vite, les rumeurs de ses exploits illégaux reviennent aux oreilles de ses parents. Ils étaient furieux contre lui, car il avait clairement choisi de vivre dans l'illégalité. Toute la famille était consternée parce que Tommy risquait de la couvrir de honte et de déshonneur. Le père de Tommy le flanque à la porte. Il se trouve un appartement et rejoint définitivement sa nouvelle famille, le gang de la 107e. Tommy fait de la rue son royaume. Il rançonne et vole dans tout East Harlem. C'était une délinquance juvénile assez courante dans la rue à cette époque. Tommy ne faisait rien d'original. Mais dès le départ, il s'est avéré un peu plus malin que ses comparses. Et il est assez naturellement devenu un meneur. En 1917, Tommy Lucchese a 18 ans. Il a l'idée d'imposer un racket aux commerçants sous couvert d'un service de nettoyage de vitrines. Il allait voir un commerçant qui avait une belle et grande vitrine et lui vantait les mérites de son équipe en lui disant « Vous ne trouverez pas meilleur laveur de vitrine que mes gars ». Si le commerçant refusait, sa vitrine finissait en morceaux et ça lui coûtait des centaines de dollars, alors qu'il lui aurait suffi de débourser 50 $ par semaine pour la faire laver. Assez vite, les commerçants du quartier ont saisi le message. S'ils voulaient garder leur vitrine intacte et propre par la même occasion, ils devaient faire appel au service de l'entreprise Lucchese. L'argent se met à couler à flot dans les poches du jeune Lucchese. C'est sa première incursion dans le monde du crime organisé, aux antipodes du travailleur honnête qu'est son père. Mais Tommy n'est pas un voyou ordinaire. Il cherche constamment de nouveaux moyens d'extorquer de l'argent. Tommy avait un don pour gagner de l'argent. C'était un génie du crime. Il savait exactement quoi faire. Au début des années 20, un redoutable parrain de la mafia, Joseph Masseria, tend la main à Lucchese et à son chef, Lucky Luciano. Masseria tient Manhattan d'une main de fer et dans la rue, on l'appelle Joe le Boss. Il sait reconnaître le talent d'un criminel. Alors, il décide d'embaucher Luciano et Lucchese comme hommes de main. Ils saisissent l'opportunité. On estime que Tommy commet 30 meurtres pour son nouveau patron. Il a pris du galon depuis son affaire de raquettes sur les vitrines. À présent, c'est un tueur à gages. Malgré les corps qu'il laisse dans son sillage, Lucchese évite la prison. Il jouit d'une réputation d'homme brutal et en joue pour intimider les témoins potentiels. En 1921, Tommy a 22 ans. Il se fait arrêter au volant d'une voiture luxueuse qu'il vient de voler. Il devra son surnom aux policiers qui le mettent sous les verrous. Quand il est arrivé au commissariat, on a relevé ses empreintes digitales, comme le voulait la procédure dans ces cas-là. C'est là qu'un des inspecteurs qui s'en est occupé a remarqué sa main droite mutilée. Or, à l'époque, il y avait dans l'équipe de baseball des Cubs de Chicago un lanceur fabuleux du nom de Mordecai Brown, surnommé Three Fingers, les 3 doigts. Les policiers surnomment alors Tommy Three Fingers Brown Lucchese. Il n'a jamais aimé ce surnom, mais c'est resté. Pour la première fois de sa vie, la justice le condamne. Mais son séjour en prison ne va pas le faire changer de voie. Il recherche la fortune et le pouvoir et il est prêt à tuer tous ceux qui se dresseront sur sa route. Au début des années 20, Tommy Lucchese aurait pu tuer n'importe qui dans le quartier de East Harlem en toute impunité. Personne n'aurait osé témoigner contre lui. Il était quasiment intouchable jusqu'à ce qu'il soit arrêté pour vol de voiture et envoyé en prison.
Jusqu'à cette arrestation, il avait toujours échappé à la justice. Il se trouve que ce sera son seul et unique séjour en prison. La prison de Sing Sing se situe au bord de l'Hudson, au nord de New York. C'est un des pénitenciers les plus anciens et les plus durs du pays. Les pires mafieux y sont emprisonnés. Alors, Tommy y trouve très facilement ses repères. « 13 mois plus tard, Lucchese est libéré sur parole. Il revient à New York, libre. La folie des années 20 s'est emparée de son vieux quartier de East Harlem. Pour réduire la criminalité due à la consommation d'alcool, le Congrès a amendé la Constitution américaine pour y incorporer la prohibition. Mais dans les rues de New York, on continue à boire et la criminalité explose. Lucchese y voit une opportunité. L'alcool est peut-être illégal désormais, mais la demande est toujours là. Tommy travaille toujours pour Joe Masseria, un homme au tempérament colérique qui a gravi les échelons de la mafia en éliminant tous ses rivaux. Masseria est tout puissant dans l'organisation et il refuse de collaborer avec des gangsters qui ne seraient pas italiens. Tommy et les membres de la jeune génération surnomment tous les membres de la vieille garde comme Masseria les Moustache Pits. Masseria veut produire du gin artisanal de très mauvaise qualité et le vendre aux ivrognes du quartier. Pour lui, la contrebande d'alcool est une activité à la petite semaine. Lucchese et Lucky Luciano enragent de voir ce marché au potentiel énorme leur passer sous le nez. Les jeunes ont commencé à penser que c'était stupide de rester des gagnes petits. Pour eux, l'argent était ailleurs, dans les poches des riches, qui avant la prohibition dépensaient des fortunes pour se payer les meilleurs whisky. Ceux-là ne risquaient pas d'acheter ce torboyeux de contrebande. Ils trouvaient ça dingue. Ils voulaient que Masseria comprenne que le marché lucratif se trouvait en ville, dans les quartiers huppés de Manhattan. Masseria ne veut rien entendre au désespoir de Lucchese et Luciano. Pourtant, s'il déteste leurs idées, il ne peut ignorer l'appel de l'argent. Le plan des deux hommes est simple. Ils veulent que Masseria les laisse importer illégalement de l'alcool de qualité aux États-Unis pour le revendre ensuite aux speakeasy, les bars clandestins. Tout le monde buvait de l'alcool. L'opinion publique trouvait cette loi stupide. Alors ça ne posait de problème à personne de l'enfreindre allègrement. Le commerce de l'alcool est un énorme marché pour lequel Lucchese est prêt à travailler avec les gangsters juifs. Il n'avait pas de préjugés et il se fichait de travailler avec des juifs. Il disait, les gars, je crois que ces gangsters juifs pourraient nous donner des leçons sur certains points. On a besoin d'eux et réciproquement. Vers la fin des années 20, Masseria déclare la guerre à un de ses rivaux, Salvatore Maranzano. Les deux parrains veulent avoir la main mise sur l'ensemble du crime organisé de New York. Près d'une centaine de gangsters périssent dans des fusillades. Tommy Lucchese et Lucky Luciano combattent aux côtés de leur chef Masseria, mais ils veulent que cette guerre cesse. Pour Luciano, semer des cadavres dans les rues n'était qu'une mauvaise publicité. Ça a attiré l'attention de la police de la ville et des autorités fédérales. Le sang versé est mauvais pour les affaires. Pour Luciano, Masseria a fait son temps. Avec Lucchese, ils élaborent un plan machiavélique pour prendre le contrôle de la mafia new-yorkaise par la force, en éliminant d'abord Masseria, puis son adversaire Maranzano. Lucchese était la pièce maîtresse. Il gagnait la confiance de l'un en faisant mine de trahir l'autre, alors qu'en fait il trahissait les deux camps. Le plan est ingénieux. Lucchese rencontre en secret Maranzano et se range à ses côtés. Luciano a pour mission d'éliminer Masseria pour permettre à Maranzano d'arriver au sommet de la mafia new-yorkaise. Le 15 avril 1931, dans un restaurant de Coney Island à Brooklyn, 4 hommes armés fondent sur Joe Masseria. Ils l'ont criblé de balles. Il est mort sur le coup.
Sur les photos de la scène du crime, on peut voir un as de pique placé dans la main de Masseria. C'est un signe de malchance dans certains milieux. Une fois Masseria éliminé, Lucchese et Luciano referment leur piège sur Maranzano. C'est à Lucchese que revient la tâche d'organiser son assassinat. Lucchese a observé et il a fini par trouver la faille. Se présentant comme un déçu du gang de Luciano, Tommy infiltre l'organisation de Maranzano. Il apprend très vite que son chef craint un redressement fiscal de la part de l'IRS, le fisc américain. La grande force de Tommy dans son métier, c'était sa capacité à décrypter la personnalité des gens pour trouver des failles dans leur carapace. Quand il était dans ses bureaux de l'immeuble de la gare Grand Central, Maranzano interdisait à ses gardes du corps de porter des armes sur eux. Il voulait leur éviter une arrestation pour port d'armes illégales, au cas où le fisc débarquerait. Le 10 septembre 1931, 4 hommes se présentent dans les bureaux de Maranzano et disent appartenir à l'IRS. Ces hommes se présentent donc dans les bureaux de Maranzano. Ils disent être des agents du fisc. Ils ne se sont pas annoncés. Et encore plus étrange, ils arrivent le jour où Lucchese est là. Bien sûr, c'est une ruse, et ces hommes sont des tueurs à la solde de Lucchese. Ils ont aligné tout le monde contre un mur, et ils ont sorti leurs armes. Lucchese avait mis au point avec eux un moyen de leur signaler qui était Maranzano. Par un hochement de tête, il leur a désigné le parrain. Ils l'ont poignardé, puis abattu. C'était fini. Masseria et Maranzano sont désormais de l'histoire ancienne. Lucchese et Luciano ont la voie libre pour créer leur empire. La règle est simple, soit on marche avec Lucchese, soit on finit 6 pieds sous terre. En 1931, Tommy Lucchese et Lucky Luciano ont froidement éliminé la vieille garde de la mafia new-yorkaise, ces hommes qu'ils avaient surnommés les Moustache Pits. Les deux jeunes ambitieux contrôlent le crime organisé de la ville. Ils peuvent enfin concrétiser leur projet et changer le visage de leur organisation. Le symbole le plus fort de cette nouvelle ère sera la réussite de Lucchese. Luciano a une vision novatrice. Il demande au chef de bande de cesser les guerres intestines et de travailler main dans la main. Sa stratégie est simple. Il compte confier un secteur d'activité criminelle à chaque famille qu'elle gérera en toute autonomie. Le fonctionnement de la mafia, comme on le connaît aujourd'hui, est né en 1931, quand Luciano a fondé les 5 familles de la mafia new-yorkaise. Selon lui, la meilleure chance de survie de l'organisation était de ne pas attirer l'attention et d'étendre son empire économique. Luciano va pousser un cran plus loin son système. Chaque famille aura une hiérarchie claire avec un seul chef. La structure hiérarchique de la mafia est simple. Vous avez un parrain, un sous-boss, un conseiller ou conseillère et des soldats qui ont eux-mêmes de nombreux associés. Les parrains étaient virtuellement hors d'atteinte de la justice. Ils n'appuyaient pas sur la gâchette. Ils ne portaient la main sur personne. La plupart du temps, il était impossible de les accuser d'association de malfaiteurs. Pour un homme comme Lucchese, très soucieux de discrétion, la création des 5 familles représente une couverture idéale pour faire des affaires. Tous les parrains firent allégeance à Luciano, qui à son tour sut faire preuve de gratitude à l'encontre de son bras droit de toujours. En récompense, Luciano a confié un poste très important à Lucchese dans une des 5 entités. Tommy était le numéro 2 d'une famille très puissante de la pègre italienne, le clan Gagliano. À 32 ans, Tommy Lucchese est devenu l'un des mafieux les plus puissants de New York. Contrairement à Luciano, qui vit dans une somptueuse suite des quartiers chics de Park Avenue, Lucchese installe sa petite famille dans une modeste maison de banlieue dans le New Jersey. Il ne veut pas qu'on prête attention à son activité. Durant la première moitié des années 30, Lucchese et Luciano regardent de l'avant et pensent à l'après-prohibition.
Il voulait trouver une source de revenus de remplacement et il fallait que ça compense l'énorme marché de l'alcool de contrebande qui représentait des centaines de millions de dollars. En 1933, leurs prévisions se vérifient. C'est la fin de la prohibition. Mais Lucchese a tout prévu. Il a déjà des revenus complémentaires grâce à ses associés juifs et surtout, il se met à lorgner avec insistance sur le marché de la volaille cachère. Durant les années 30 à New York, le marché du poulet cachère était très développé, ultra compétitif et très désorganisé. Lucchese découvre l'existence d'un petit syndicat spécialisé au cœur du secteur. Contrairement aux abattoirs classiques, pour qu'un poulet soit cachère, il doit absolument être tué à la main par un nombre très réduit de rabbins certifiés. C'était eux et eux seuls qui avaient le droit de préparer et de tuer les poulets. C'était un métier qui se transmettait de père en fils, donc ça prenait 20 ou 30 ans pour s'installer dans le métier. Si ces types se mettaient en grève, c'était terrible. Impossible d'appeler une agence d'intérim pour trouver des remplaçants. Ça ne marchait pas comme ça. Lucchese agit en sous-main et prend le contrôle du syndicat, puis, très vite, du marché tout entier. Il a tout simplement créé un cartel pour gérer un monopole. Il contrôlait chaque élément de l'activité de la viande cachère, l'abattage, le transport, la distribution. Lucchese fixe les prix et les modalités contractuelles. Le comble de l'ironie, c'est que ces différents interlocuteurs louent ses efforts car il leur garantit du travail toute l'année. Ils étaient plutôt satisfaits. Avant, ils pouvaient faire faillite en une saison si leurs concurrents décidaient de baisser leur prix de 2 cents la livre de viande. Lucchese leur promettait une activité régulière tant qu'ils coopéraient, bien sûr. Tout le monde en a profité. Commerçants, abatteurs, transporteurs, sans oublier Lucchese lui-même. Les clients sont les grands perdants dans la combine. Les marges étaient toutes reportées sur le prix de vente. Alors ceux qui voulaient manger cachère n'avaient pas le choix. Est-ce qu'ils craignaient que le prix fasse fuir les clients? Non. Où allaient-ils trouver leur poulet cachère? Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont payé. C'était le tout premier impôt véritablement mafieux. Mais Tommy Lucchese n'est toujours pas comblé. Il se tourne à présent vers un des marchés les plus lucratifs de New York et compte s'en emparer par la force. Tommy Lucchese a toujours eu le sens des affaires. Sous la prohibition, il a fait fortune dans la contrebande d'alcool. En 1933, il règne sans partage sur le marché de la volaille cachère. Lucchese a toujours privilégié l'intelligence sur la force brute pour arriver à ses fins. Au fil du temps, le quartier du textile de New York est devenu le centre national de la création et de la fabrication de vêtements. À une époque, ce quartier au cœur de Manhattan produisait même plus du tiers des vêtements achetés dans tous les États-Unis. C'est entre 1920 et 1930 que Tommy Lucchese jette son dévolu sur cette activité. Lucchese a toujours eu des liens avec le monde du textile. Déjà, sous la prohibition, c'est lui qui fournissait de l'alcool aux fabricants de vêtements. Quand ils devaient recevoir des acheteurs pour leurs produits, ils allaient voir Tommy et lui demandaient s'il ne pouvait pas leur fournir de l'alcool pour bien recevoir les clients. Et ils achetaient toujours de la super qualité. Tommy répond toujours présent et grâce aux montagnes d'argent que lui rapporte l'alcool, il se lance dans une nouvelle activité. Il devient usurier. Après le krach boursier de 1929, de nombreux Américains ont perdu leurs économies. Beaucoup se tournent vers la mafia. Le prêt d'argent a littéralement explosé pendant la Grande Dépression, parce que c'était une source d'argent direct pour tous ceux qui ne pouvaient pas aller emprunter aux banques.
Bien sûr, les taux d'intérêt sont exorbitants, mais Lucchese n'hésite pas à user de violence ou d'intimidation pour convaincre les mauvais payeurs. La dépression frappe aussi les commerces qui ont besoin de trésorerie pour repartir. Les banques fermaient les unes après les autres, et les commerçants avaient besoin d'argent. Ils n'avaient pas de réserve comme les établissements bancaires, enfin, pour ceux qui avaient encore des fonds à prêter. Avec la fortune amassée sous la prohibition, Lucchese a largement les moyens de donner un coup de pouce à tous les fabricants de vêtements. Il s'était aussi rendu compte qu'à chaque saison, 2 ou 3 fois dans l'année, beaucoup de ces fabricants manquaient de trésorerie. Quand ils avaient écoulé la collection de printemps et qu'ils voulaient lancer la confection des collections été ou hiver, ils n'avaient pas les fonds. Et Tommy est arrivé en leur disant « J'ai la solution. Vous voulez de l'argent? J'en ai des tas. Je ne sais pas quoi en faire. » C'est comme ça qu'il est devenu le principal prêteur de fonds pour l'industrie du vêtement. Lucchese s'empare du marché avec des prêts dits coup de poing, à court terme, mais à taux d'intérêt mirobolants. Ce faisant, Tommy sait que les emprunteurs ne pourront pas le rembourser dans les temps et qu'ils seront pris à la gorge. C'était le système de prêt le plus lucratif jamais inventé. Si les conditions de remboursement sont draconiennes, c'est pour assurer un très confortable retour sur investissement à l'usurier Tommy Lucchese. Peu d'entre eux parvenaient à rembourser dans les temps. Alors les intérêts s'empilaient et Lucchese doublait la mise. Ça a duré longtemps. Au plus fort de la dépression, il faisait un bénéfice net annuel de 5 millions de dollars. Lucchese utilise son activité d'usurier pour s'inviter chez chaque fabricant de vêtements et prendre le contrôle de ses affaires. Très vite, il ne pouvait plus rembourser. Et il se retrouvait avec un nouvel associé. Un nouvel associé très présent et qui prenait très vite les décisions à leur place. Lucchese avait la réputation d'un usurier très accommodant. Vous ne pouvez pas payer, pas de problème. En échange, je récupère tout ou partie de votre affaire. Très vite, il s'est emparé de dizaines de manufactures qu'il contrôlait, parfois officiellement, parfois officieusement. Avec sa combine, Lucchese devient en peu de temps le roi des tailleurs de vêtements. L'étape suivante va lui permettre de mettre tout le secteur sous sa coupe. Il prend le contrôle du syndicat des coupeurs d'étoffes, une corporation qui peut, en faisant grève, bloquer toute l'économie. Grâce à ce nouveau coup de force, Lucchese est en mesure d'imposer ses tarifs à tous ses concurrents. Tommy Lucchese avait compris que prendre le contrôle des syndicats, c'était la poule aux œufs d'or. En les manœuvrant, il avait des rentrées d'argent assurées. Si une grève se déclarait, que se passait-il? Tout s'arrêtait. Impossible de faire des vêtements sans ces gens. Comme avec le poulet cachère, Lucchese contrôle un rouage crucial de la chaîne de production. Les fabricants le payent pour qu'il les laisse travailler. C'est toute la beauté de la combine. Les fabricants ne se plaignaient pas. Pourquoi? Parce que Tommy leur avait dit qu'il n'avait qu'à reporter les surcoûts sur le prix de vente et que le citoyen américain paierait. En même temps, Lucchese fait main basse sur le syndicat des routiers dont les camions transportaient les vêtements. Il leur a dit, à partir de maintenant, vous faites appel à une seule compagnie de transport et vous acceptez les tarifs. Si ça vous plaît pas, portez vos fringues tout seul. Ou à cheval. Lucchese semble capable de corrompre n'importe qui, même à l'hôtel de ville. Très vite, il va décider de mettre son grain de sel dans la vie politique de New York. Alors que la grande majorité des Américains a du mal à joindre les deux bouts pendant la Grande Dépression, le mafieux Tommy Lucchese engrange les bénéfices en racketant l'industrie vestimentaire de New York. Le tout sans jamais attirer l'attention sur lui, car Lucchese aime la discrétion. C'était difficile de s'en rendre compte. Dans la rue, vous ne risquiez pas de voir une enseigne de manufacture ou de boutique de vêtements indiquant que c'était la mafia qui la contrôlait. Presque tout se passait en coulisses. Lucchese ne s'expose jamais et corrompt les policiers pour rester blanc comme neige.
Ces gangsters n'hésitaient pas à se rendre dans un commissariat pour verser des pots de vin à des policiers qui gagnaient 10 malheureux dollars par semaine. Ils agissaient de la même façon avec les hommes politiques, qui étaient beaucoup moins surveillés à l'époque qu'aujourd'hui. Lucchese s'est fait un nom en prenant le contrôle de secteurs d'activité entiers. Mais il sait que les hommes politiques sont tout aussi facilement manipulables. Tommy avait compris depuis longtemps que la corruption était un outil indispensable dans le crime organisé. Tout le monde savait qu'il courtisait avec ferveur les gens susceptibles d'être corrompus dès qu'il estimait qu'ils pourraient lui être utiles dans ses affaires. En 1945, Tommy passe à la vitesse supérieure. Lors de la campagne électorale pour la présidence du conseil municipal, il soutient Vincent Impellitteri, un obscur clerc de notaire. Le Sicilien Impellitteri est un novice. Il convoite le poste, mais il ne sait même pas s'il peut se présenter à l'élection. En revanche, il a un atout de poids, Lucchese. Impellitteri est élu, et dès lors, Tommy tient le président du conseil municipal de New York dans le creux de sa main. Puis, en 1950, une affaire de corruption de policiers provoque un scandale qui pousse le maire William O'Dwyer à la démission. Impellitteri remporte une élection anticipée et prend sa place. Il s'est avéré l'un des pires maires que New York ait jamais connu. Il était incompétent, mais la mafia s'en fichait. Elle tenait l'hôtel de ville. Un soir, des journalistes surprennent Impellitteri dînant avec Lucchese. Le maire de New York est assis à la même table qu'un mafieux. Embêtant. Quand les journalistes sont allés lui demander s'il savait avec qui il dînait, le maire a répondu « Il est dans le textile, non ?» En jouant les naïfs, le maire évite le scandale. Lucchese a aussi corrompu la police. Tommy la paie pour qu'elle ferme les yeux et le laisse faire ses affaires en toute impunité. Avec tout ça, est-ce que vous pensez que les policiers de New York allaient faire du zèle pour traquer Tommy Lucchese? Pas vraiment. C'est comme ça qu'ils se protégeaient d'éventuelles poursuites judiciaires. En 1951, Lucchese est le numéro 2 de la famille Gagliano depuis près de 20 ans. Son rôle est de superviser les affaires courantes de l'organisation criminelle. En février 1951, Don Gagliano meurt de cause naturelle. Lucchese, son successeur désigné, devient le nouveau parrain de la famille. C'était une des personnes les plus admirées de l'organisation. Tommy Lucchese avait un don pour gagner de l'argent. Ses succès et sa réussite dans les raquettes du poulet cachère ou du textile avaient marqué le milieu et lui valaient beaucoup de respect. Lucchese fête sa promotion en changeant de style de vie. Sa femme Concetta et lui quittent leur banlieue du New Jersey et se font construire une demeure dans un quartier huppé de Long Island, Lido Beach. Très vite, ses voisins remarquent qu'ils reçoivent des invités prestigieux. Il s'étonnait toujours de voir défiler autant d'hommes politiques, de chefs de la police, de juges et de gens très haut placés chez les Lucchese. Mais au début des années 50, l'étau de la justice semble se resserrer sur la mafia. Et cette fois, Tommy ne peut recourir à la corruption pour éviter à son clan d'être touché. À Washington, le sénateur Estes Kefauver organise des audiences publiques et force des gangsters de haut rang, comme Frank Costello, à venir déposer. Vous avez bien dû faire des choses positives en tant que citoyen américain. Quelles sont-elles? Je paie mes impôts. Les audiences sont diffusées à la télévision et placent les gangsters sous le feu des projecteurs, une situation qu'ils avaient toujours fui comme la peste. Pouvez-vous dire devant la commission où vous avez passé les 6 derniers mois? Je refuse de répondre. Étiez-vous à Chicago? Je refuse de répondre. Pourtant, cette fois encore, la discrétion maladive de Lucchese lui sert, et il ne passera jamais devant la commission Kefauver. Mais en 1952, il est convoqué pour faire une déposition devant la commission d'enquête de l'État de New York.
Âgé de 53 ans, Tommy se contentera d'invoquer le 5e amendement de la Constitution qui lui confère le droit de ne pas s'incriminer lui-même. Mais 5 ans plus tard, tous ses efforts pour rester dans l'ombre vont voler en éclats. En novembre 1957, à Appalachian, la police locale remarque que des dizaines de chefs de la mafia se réunissent dans les environs. Parmi eux se trouve Tommy Lucchese. Quand la police arrive devant la maison, Lucchese et plusieurs comparses s'enfuient à pied. Mais l'affaire confirme publiquement l'existence d'un syndicat du crime d'envergure nationale. Les services de police de New York et du pays ont dû admettre l'existence d'une structure organisée. Malgré 40 années passées à se soustraire autant que possible à l'attention publique, Tommy bénéficie soudain d'une publicité dont il se serait bien passé. Et en 1963, Joe Valachi va lui porter un coup fatal, ainsi qu'à toute la mafia. En acceptant de déposer devant une commission d'enquête sénatoriale, il brise l'omerta, la loi du silence en vigueur dans le milieu, et dévoile le fonctionnement de l'organisation. Il désigne notamment le clan Lucchese comme une des 5 familles de la mafia de New York, et Tommy comme son parrain. Pourtant, les autorités fédérales n'ont toujours pas assez de preuves pour interpeller Lucchese, qui continue ses activités et se met aussi à truquer des matchs de boxe. Mais dans ce domaine aussi, il va recevoir une publicité malvenue. Un scandale autour de la boxe va faire la une de toute la presse nationale. Tommy est une fois de plus exposé. Pendant les années 60, Tommy Lucchese monte encore de nombreuses combines très lucratives. L'une d'elles va casser la baraque. Depuis des années, les membres de la mafia se sont pris de passion pour la boxe. La boxe et la mafia étaient très liées. Tommy Lucchese ne fait pas exception à la règle et navigue dans le milieu de la boxe depuis longtemps. Ses voisins de Long Island le savent bien. Ils étaient toujours surpris de constater que quand un combat important arrivait, qu'ils en discutaient avec Tommy, ce dernier leur donnait toujours de bons tuyaux pour parier sur le vainqueur. Et à chaque fois qu'il suivait son avis, il gagnait. Lucchese savait qui allait gagner. La mafia a toujours eu pour habitude de truquer les combats de boxe. Il y avait toujours des doutes autour des combats, des rumeurs de tricherie, d'arrangement. On pariait beaucoup d'argent sur la boxe. Frankie Carbo est l'homme de confiance de Lucchese dans le milieu de la boxe. Celui qui met sous pression les managers, les entraîneurs ou les promoteurs. Carbo et ses hommes ont recours à l'intimidation, une méthode plus qu'éprouvée. Ils menaçaient de tuer les récalcitrants, de les tabasser ou de leur briser les genoux. Les promoteurs et les managers n'avaient pas le choix. En 1964, Carbo arrange un combat entre 2 poids lourds, le champion en titre Sonny Liston et le champion olympique Cassius Clay. Les associés de Lucchese gèrent déjà la carrière de Liston depuis plusieurs années. Les bookmakers et la presse s'empressent de désigner Liston favori. Les gens disaient que Liston allait massacrer Clay. La presse le voyait gagner. Moi-même, j'ai pronostiqué une victoire de Liston par KO. Tout le monde était d'accord. Pourtant, des rumeurs courent prétendant que Carbo a joué de son influence pour arranger le match. Le 25 février 1964, les 2 boxeurs s'affrontent à Miami. Ils s'observent, c'est parti. Clay tourne autour de Liston et le harcèle du gauche, mais Liston essaie de l'atteindre. Pendant les 6 premiers rounds, le combat est correct. Puis Liston surprend tout le monde en refusant de reprendre le combat au début du 7e round. Il savait qu'il devait perdre et que s'il se levait encore une fois de son coin pour rejoindre le centre du ring et boxer, il y avait une forte probabilité qu'il remporte ce combat. La cote de Cassius Clay étant de 7 contre 1, la mafia qui a tout misé sur lui n'a plus qu'à empocher des gains mirobolants. Dans le camp de Clay, on nie toute irrégularité et on exige une revanche.
L'année suivante, le 25 mai 1965, la revanche se tient à Lewiston, dans le Maine. Mais avant le match, les rumeurs d'arrangement sont encore plus persistantes. Dans le premier round, Clay, qui s'appelle désormais Mohamed Ali, décoche un crochet du droit en reculant et touche Liston à la mâchoire. Liston avance. Il est touché. Et il va au tapis. Le coup semble inoffensif. Pourtant, Liston s'écroule sous l'œil incrédule du public. Il roule par terre, se met ensuite à genoux, puis s'écroule de nouveau. Aujourd'hui encore, les rumeurs n'ont pas cessé sur ce combat. Quand Ali le touche, Sonny fait semblant d'accuser le coup et s'écroule par terre. Il a préféré se coucher gentiment, attendre que l'orage passe et aller encaisser son chèque plus tard. Et voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que ce combat était arrangé. J'en ai vu des combats dans ma vie. Et je suis prêt à jurer sur ma propre tête que celui-là était tout ce qu'il y a de plus réglo. J'ai assisté à un très beau combat où un boxeur a nettement dominé son adversaire. Ce n'était pas truqué. Dans la boxe comme ailleurs, Lucchese a toujours mené ses activités illégales en homme de l'ombre, évitant soigneusement de s'exposer. Mais au milieu des années 60, son âge commence à se faire sentir. Il souffre de douleurs à la poitrine, de malaise et de migraines chroniques. Tommy se retire des affaires courantes et passe le plus clair de son temps dans sa villa en Floride. À 66 ans, il va consulter son médecin. Les nouvelles sont terribles. Tommy a une tumeur au cerveau et n'a plus qu'1 an à vivre. Malgré tout son argent, malgré tout son pouvoir, la médecine ne pouvait rien pour lui. Lucchese déjoue les pronostics et s'accroche 2 ans. Mais le cancer finit par avoir raison de sa ténacité. Le 13 juillet 1967, Tommy Lucchese meurt chez lui, à Lido Beach. Il a 68 ans. Sur son lit de mort, il a déclaré qu'il ne regrettait rien. Plus d'1 millier de personnes assistent à son enterrement, notamment des membres de la mafia, des juges et des hommes politiques de haut rang. Après sa mort, la confusion règne autour de sa succession, car Tommy n'avait pas officiellement désigné d'héritier à son empire criminel. Les parrains des autres familles se réunissent et décident de confier les rênes à son ancien protégé, Tony Dux Corallo. Seul problème, Corallo purge les dernières années d'une peine de prison pour extorsion. Pour assurer l'intérim, les familles désignent Carmine Tramunti comme gestionnaire des affaires du clan. Dans l'esprit de leur patron décédé, les hommes de Corallo montent un coup ambitieux à l'aéroport Kennedy de New York. En 1978, les membres du clan Lucchese commettent un braquage impressionnant dans le terminal des vols cargo d'une compagnie allemande. Ils dérobent 6 millions de dollars en espèces. À l'époque, l'affaire est le plus important braquage de l'histoire des États-Unis. Il faudra attendre les années 80 pour que le FBI fasse tomber les chefs de l'organisation Lucchese grâce à une surveillance assidue. En posant un mouchard dans la voiture de Corallo, les autorités fédérales enregistrent plus de 70 heures de discussions compromettantes. Le procureur fédéral s'appelle Rudy Giuliani. Il deviendra ensuite maire de New York. Les enregistrements lui permettent de compromettre les 5 familles. Il a mis en examen tout l'organigramme des 5 familles, les sous-boss, consigliere et associés compris. Tout ce qu'ils pouvaient faire tomber, y sont passés. 6 gros bonnets de la pègre sont condamnés pour extorsion, racket et meurtre commandité. Ils ont tous été reconnus coupables et condamnés à des peines d'une centaine d'années de prison. Le procès coupe la tête du clan Lucchese et marque la fin d'une époque glorieuse pour cette famille et pour la mafia. Cette nouvelle génération était plus brutale. C'était des voyous de bas étage. De nos jours, la mafia fait souvent la une des journaux et tombe plus qu'avant sous le coup de la justice.
En ce sens, elle ne fait pas honneur aux traditions de discrétion qu'avaient instaurées les gangsters qui l'avaient révolutionné. Si Tommy Lucchese revenait d'entre les morts aujourd'hui, je pense qu'il serait vert de rage de voir ce qu'ils ont fait de son empire.